L'Entracte Entrevue. Cette semaine, on est super content de le recevoir à l'Entracte. Martin Biron, merci d'être avec nous. Mais non, merci de m'avoir invité. C'est le fun de parler de hockey puis de voir du monde là, dans la belle province. J'étais à Buffalo, fait que j'étais un peu plus loin, mais comme ça, c'est le fun de connecter. Yeah. C'est ça, j'allais dire. Bon, tu as gardé les buts justement pour les Sabres de Buffalo, pour les Flyers, les Rangers, les Islanders. En ce moment, tu es analyste pour les matchs des Sabres de Buffalo. Comment ça se passe présentement? Parce que c'est quand même une saison assez particulière. C'est assez spécial. Écoute, on a eu un call avec Zoom, avec la Ligue nationale, puis pratiquement, ils nous ont dit de rester chez nous, là, comme même le monde font la TV. Écoute, on essaie de garder un peu là, la vie normale, mais si tu manques un analyste ou tu manques quelqu'un à la description des matchs et tout, ben ça change aussi puis ça donne du trouble. Alors, ils nous ont dit restez à la maison, prenez soin de vous autres et c'est le même que ça marche. Fait que des calls Zoom puis des Skype puis des meetings puis tout ça de mon bureau, il y en a eu pas mal puis il y en a encore plus. Fait que on est content quand on sort pour aller à l'aréna, pour aller voir un match ou décrire les parties des Sabres, mais on revient tout de suite à la maison puis c'est comme ça que ça se passe. Ça peut quand même être spécial. On le voit souvent à la TV, là, le descripteur et l'analyste souvent sont juste séparés par un plexiglas. Ça doit être quand même particulier. C'est la même chose pour nous autres. Puis aussi, il n'y a aucun réseau de télévision régional qui s'en vont sur la route. Alors, nous autres, lorsque les Sabres sont à Philadelphie ou à Washington ou à Pittsburgh ou à New York, la personne à la description et l'analyste comme tel sont dans une salle à l'aréna, puis ils regardent ça à la TV et font le call là, comme ça à la télévision. Et ça va être de même partout dans la Ligue nationale. Alors, même les gens de Montréal ne suivent pas le Canadien sur la route, fait juste le regarder à la télévision. Alors, c'est un peu spécial, oui, mais je vais te dire là, qu'il y a du monde qui travaille super bien dans la business puis qui sont capables de vraiment là, rendre ça là, pour les amateurs à la maison sans aucune difficulté. Alors, c'est bizarre. Nous autres, on a déjà eu une coupe de match à Buffalo, début de la saison, puis je suis dans l'aréna, puis je te dis, c'est spécial de ne pas avoir aucun partisan. Il y a un but qui se marque et il n'y a aucune émotion dans le building. Là. C'est vraiment bizarre. Mais à la maison, tu t'en rends pas compte. Il y a la musique, il y a la sirène et tout, tu as les graphiques qui embarquent, tu as le son, tout. À la maison, tu t'en rends pas compte, mais quand tu es sur place, là, tu t'en rends compte beaucoup. Ben, comment tu fais pour te gager quand tu es analyste? T'sais, je l'ai été un peu, il y a une grosse mise en échec, tu entends « Ouh! » Il y a une ambiance dans le building. Ça doit être difficile des fois d'analyser sans cette ambiance-là. Ben moi, ce que je fais là, quand je le regarde de l'aréna à Buffalo, j'ai un moniteur en avant de moi, j'ai le match en avant de moi et j'ai des écouteurs sur la tête. Alors, j'entends les bruits de la TV. Et il y a un expert dans l'aréna qui pèse des pitons là, quand il y a un lancer qui frappe le poteau. Ça fait « Ah! » Et puis, tu sais, mais moi, je l'ai dans mes oreilles. Alors, c'est comme si je regardais le match avec le son du match, mais il n'y a aucune personne, il n'y a pas 17 000 personnes, il n'y a pas 20 000 personnes, mais je l'ai quand même dans les oreilles. Alors, je vois là quand même le son et l'émotion du match quand il y a une grosse mise en échec et tout ça. Mais c'est quand même spécial. Je veux dire, le premier match à la maison, lorsqu'ils présentent les joueurs et ils disent au centre, votre capitaine, le numéro 9, Jack Eichel, puis il sort, puis il n'y a pas personne sur ses pieds, là, tu sais, puis il fait salut au monde en blanc-dire, il n'y a pas aucune personne là, c'était pas mal spécial. Il faut dire, Martin, bon là, c'est sûr, c'est l'après-carrière, finalement, Ligue nationale. En tant qu'analyste, tu te promènes, on le voit surtout dans les médias à TSN, aussi à RDS. Mais si on revient un peu sur ta carrière, tu as quand même été repêché par les Sabres de Buffalo en 1995. Il faut monter, ça faisait longtemps. Écoute, Tommy Champlain et moi, on n'était même pas nés non plus à cette époque-là. Mais tout de même, je veux dire, tu as eu une belle carrière. Vous êtes des kids, vous autres, c'est ça. Hein? C'est quoi la génération X? C'est quoi ça, là? Ah, on est des 97, fait qu'on est encore les années 90 au moins. OK, c'est ça. Au moins, c'est ça. Mais je veux savoir, tu as commencé justement ta carrière avec les Sabres de Buffalo. Tu as joué plusieurs années là-bas. Décris-nous un peu le début de carrière. Comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu as quand même eu la chance d'évoluer dans une équipe où, à ce moment-là, les Sabres, il y avait d'excellents joueurs là-dedans. Là. Ah oui, ben écoute, mon premier match avec les Sabres de Buffalo, j'avais 18 ans. Alors, comme tu disais, là, vous étiez pas nés. C'était au Noël, juste après Noël 95, j'ai joué, écoute, Mario Lemieux puis Jagger, tout ça était du côté de Pittsburgh avant que Mario prenne sa première retraite et tout. Moi, de mon bord, on avait Pat Lafontaine. Écoute, on avait des joueurs, là. Alors, Dominique Hachek qui était avec les Sabres aussi. Alors, lorsque j'ai fait mon saut à temps plein dans la Ligue nationale, j'étais avec Dominique Hachek comme
partenaire de gardien de but. Il était numéro 1, j'étais son adjoint. C'était vraiment là, une ou 2 années spéciales d'être avec le meilleur gardien de but au monde là, dans l'histoire de la Ligue nationale. Alors ça, c'était vraiment spécial. Après ça, on a eu des problèmes de propriétaires. Les propriétaires, dans le temps, ont eu des problèmes de fraude et se sont fait envoyer en prison. Alors, on était sous le contrôle de la Ligue nationale. Et là, les joueurs, là, les vétérans qui faisaient plus d'argent, ça faisait échanger tout partout. Alors, on est venu une équipe jeune. Puis c'est ça qui a aidé vraiment là, dans le milieu des années 2000, lorsque les Sabres ont pris là, le gros jump par en avant. C'est un peu à cause de ça, parce qu'on était tellement jeunes en 2002, 2003, 2004, que là, ça l'a amené là, de la maturité, de l'expérience dans le milieu des années 2000. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un jeune qui s'appelait Ryan Miller qui est arrivé en 2005-2006. Puis lui, il a décidé de prendre la Ligue nationale par feu, là, surtout avec nous autres à Buffalo, avec une équipe qui marquait beaucoup de buts en attaque. Alors, il n'y avait pas beaucoup de pression, puis il jouait du bon hockey. Alors, de mon côté, ben là, j'ai été son adjoint et après ça, je me suis en allé vers Philadelphie où c'est que j'ai eu quand même une couple de bonnes saisons là. Mais je vais te dire, là, ça a été un peu une tempête à Buffalo là, pendant quelques années. On recevait notre chèque de paie à toutes les 2 semaines, puis une semaine, c'était d'une banque là, de fiducie quelque part. L'autre semaine, c'était de la Ligue nationale. Écoute, c'était vraiment du trouble, là, mais je pense que ça l'a aidé comme faire un reset à Buffalo et c'est pour ça qu'on a été capable d'aller chercher Daniel Brière, Jean-Pierre Dumont, Chris Drury. Écoute, on est allé chercher beaucoup. Puis après ça, les joueurs qui avaient été repêchés, comme les Jason Pominville, les Thomas Vanek, les Derek White, tout ça, sont arrivés. Alors, ça nous a donné la chance là, d'être compétitifs dans le milieu des années 2000. Puis, toi, l'arrivée de l'informatique, ça t'a nuit parce que t'as perdu ton numéro dans tout ça. T'as été le dernier goal à avoir le double zéro. Malgré que peut-être qu'il y en avait quelques ingénieurs qui étaient un peu lâches, qui n'ont pas voulu changer les choses. Écoute, on m'a dit que la raison pourquoi il a fallu que je change mon numéro 00, c'est parce qu'il y avait le bug des années 2000. Puis quand ils faisaient le changement puis qu'ils mettaient un numéro 00 comme chiffre de joueur, ça ne rentrait pas pour ma pension puis mon assurance et tout. Alors, il y avait eu un problème. Puis vu qu'il y avait beaucoup de monde qui travaillait sur le bug des années 2000, ben, il n'y avait pas le temps de changer tous les critères là, dans le programme. Alors, ils ont dit, c'est plus facile de te faire changer de numéro. Alors, moi, il a fallu que je change, ce qui n'a pas été une mauvaise idée parce que la première année que j'ai changé de numéro, j'étais dans la Ligue américaine, j'ai eu une année incroyable. On s'est rendu en finale de la Coupe Calder, j'ai eu le gardien de l'année, j'ai gagné ma première rencontre dans la Ligue nationale cette année-là et tout. Alors, le changement de 0-0, qui avait été bon dans le junior, puis mes départs dans la Ligue nationale, puis de m'en aller à 43, qui était le chiffre de mon frère dans le temps, il jouait à Shawinigan. Alors, lui, c'était le 34, fait que j'ai viré ça, puis j'ai mis le 43. Alors, ça m'a porté chance aussi, puis ça a été un bon numéro pour moi. Alors, je me plains pas. Y avait-tu, parce que le 0-0, on s'entend, très rare, surtout dans la Ligue nationale de hockey. Oui. La plupart des numéros, souvent, il y a un backstory avec ça. Y avait-tu vraiment une raison pour le 0-0? C'était la seule raison, là, cool. Écoute, le monde, ça l'a fait des raisons. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est ton nom de famille. Il dit, c'est Bi, c'est 2. Quand c'est Bi, quelque chose, c'est 2. Et rond, 2 ronds. Fait que c'est ton nom de famille. J'ai dit, écoute, là, c'est pas mal trop avancé, cette théorie-là. Là. C'est pas ça pantoute. Alors que j'avais 16 ans, je suis allé jouer Midget 3 avec les Forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que j'étais à Amos. Les numéros à Amos pour les Forestiers étaient vraiment bizarres parce qu'ils avaient commencé dans les années 90, eux autres. Fait que tu avais de 90 à 99 et tu avais tous les chiffres doubles. 88, 77, 66, 44, 33, 22, 11. Et tu avais le double 0. Puis tu avais le numéro 30 aussi pour gardien de but. Alors, moi, je ne voulais pas le 33 parce que j'haïssais le Canadien, j'étais un fan des Nordiques et le 33, c'était Patrick Roy. Alors, j'ai dit non. Et je pense que mon partenaire de gardien de but cette année-là, c'était Martin Bradette. Je pense que lui, il voulait avoir le 30. Alors, je me suis dit, le double 0, c'est parfait pour moi. Alors, j'ai pris le double 0 et j'ai eu une super de bonne saison cette année-là. Je ne pensais pas de l'avoir l'année d'après avec les Harfans de Beauport dans le junior, mais l'équipe a décidé de me laisser avoir le double 0. Alors, j'ai eu le chiffre lors de ma première année dans le junior et j'ai eu une super de bonne année. Alors, j'ai dit, ça reste bien, avec ça, mais c'était pas... Bantam 2A, j'avais le numéro 65, je pense. C'était pas là, comme si c'était 0-0 depuis l'atome et tout ça. C'était juste un numéro qui est arrivé de même. J'ai eu une bonne année, puis je l'ai gardé jusqu'à ce que la Ligue me dise tu peux plus l'avoir.
Tu nous en as parlé un peu plus tôt, là. C'est le numéro 39 qui t'a montré comment être gardien de but dans la Ligue nationale. Une légende dans la Ligue nationale qui a un style tellement particulier. Comment t'as fait pour apprendre d'un gars qui travaille autant au feeling que Dominique Hachek? Ben, je vais te dire, c'est ce que le monde pense beaucoup, c'est qu'Hachek, c'est un gars qui travaillait seulement au feeling, mais c'est pas vrai. Écoute, lorsqu'on faisait des entraînements de gardien de but, ma première année dans la Ligue américaine, notre coach de gardien de but, c'était Mitch Korn, qui est présentement avec les Islanders de New York, qui était avec les Capitals de Washington. Il a gagné Coupe Stanley, qui était à Nashville pendant plusieurs années, développé beaucoup de gardiens de but et beaucoup d'entraîneurs de gardiens de but dans la Ligue nationale. Oui. Alors, Mitch Korn, on faisait nos pratiques et dans le camp d'entraînement, et je voyais vraiment que Dominique Hachek, là, ça se déplaçait tellement bien dans le filet. C'était un gars technique lors de ses déplacements. Et lorsque le joueur arrivait pour lancer au filet, ben là, il faisait un peu n'importe quoi. Il disait, moi, j'arrête pas une rondelle en papillon. Là. Je me garoche à gauche, je me garoche à droite et tout. Là, après Mitch Korn, c'était Jim Corsi qui était notre entraîneur de gardien de but. La même chose. Jim Corsi nous disait, OK, on va faire là, le X dans le filet. Alors, tu pars de ton poteau gauche, tu t'en vas en haut à droite, tu reviens en haut à gauche, tu fais un X dans ton filet. Puis Dominique Hachek était tellement rapide, il était technique, ça allait super bien. Alors, je le regardais, je me disais, c'est ça la clé du succès. C'est pas là de te garocher tout bas de côté, c'est d'être un gardien de but excellent du côté de ton patinage et de pouvoir suivre le jeu à la vitesse de la Ligue nationale, la vitesse des Olympiques et des meilleurs joueurs et d'être toujours là avant que le joueur prenne son lancer pour pouvoir avoir la meilleure chance d'arrêter la rondelle. Et là, je me suis rendu compte que oui, je pouvais apprendre de Dominique Hachek pour certaines choses et il y en a plusieurs autres que je me fermais les yeux. Je me disais jamais je vais arrêter une rondelle avec mon dos sur la glace, les pads dans les airs puis tout. Là. Mais j'ai appris beaucoup de Dom puis c'est un bon partenaire, c'est un bon gars. Tu as parlé un peu plus tôt tu as eu des bonnes années avec les Flyers aussi. Souvent, les gens se rappellent des Sabres, mais aussi les Flyers. Notamment en 2008, on regardait tes saisons un peu avant l'entrevue, on regardait ça un peu. En fait, les séries de 2008, il y a une couple de bonnes séries là-dedans. Là, on regarde notamment pour un Québécois qui n'aimait pas le Canadien, affronter le Canadien. Après ça, la rivalité avec Pittsburgh. C'est quoi un peu comment on vit ça, ces séries-là là, en tant que gardien? Je veux dire, la première série contre les Capitals de Washington, écoute, on s'est rendu en 7e match. On menait 3, on a perdu le premier game, on a gagné 3 d'affilée. Et là, on s'en revient on s'en va à Washington pour le match 5, il gagne. On revient à Philadelphie, le match 6. Moi, je dis, on va gagner ça. Ici, à Philadelphie, oui. On perd le match, le 6e match. Là, il faut retourner à Washington du 7e match. On est en prolongation. Écoute, tu sais, à n'importe quel moment, Ovechkin peut prendre un lancer, là, te mettre ça, ping, la barre horizontale, puis ça rentre, là. On a été chanceux, on a un power play en début de première période de overtime. C'est Tom Pody qui a pris une punition pour avoir fait trébucher. Joffrey Lopel a marqué sur l'avantage numérique. Ça s'est fini là. Puis là, on s'en vient à Montréal. Écoute, tellement eu de fun à Montréal, cette série-là, cette année-là. La série d'avant, le Canadien avait battu Boston en 7. Je pense qu'il y avait des émeutes à Montréal. Ça avait brûlé des chars de police. Le monde, mes coéquipiers de Philadelphie, ils disaient hey, le monde est-tu fou tant que ça à Montréal pour le hockey? Je dis, hey, les boys, attachez-vous votre truc, ça va être le fun. En fin de compte, on gagne en 5 matchs. On bat le Canadien à Montréal lors du match numéro 5. Un match fou, je me souviens, là, ça a fini 6-4 ou quelque chose de même. Là. Puis c'était la première vraiment là, saison de Carey Price. Il était, il se battait dans le filet un peu. Puis je me souviens, il y avait des journalistes qui avaient dit qu'il avait la main cassée ou il y avait une mauvaise mitaine. Il s'est fait livrer une mitaine le jour du match. En tout cas, c'était fou. Mais on a eu du fun en tabarouette à Montréal. Après les matchs, se promener un peu sa rue Sainte-Catherine ou dans les rues de Montréal. Là, au mois de mai, hein, il fait beau. Les terrasses ouvrent. Fait qu'après la pratique, un mercredi, on a une pratique de 10h à midi. À 2h, on est sur les terrasses, tranquille. On a eu du fun. On était relax, puis c'est pour ça qu'on a gagné. Quand tu te promènes au Québec, là, parce que moi, comme partisan du Canadien à cette époque-là, en 2008, là, je m'en souviens très bien de tes prouesses, puis ceux-là de R.J. Hamburger aussi. Oui, R.J. Hamburger qui avait marqué genre pas mal. 7 buts en 5 matchs, quelque chose de même. Là. Ça n'avait pas de bon sens. T'en fais-tu encore parler aujourd'hui quand tu viens au Québec, puis le monde te jase? Ben, ce qui était drôle, parce que moi, je suis un petit village au Lac-Saint-Charles. C'est au nord de Québec, une demi-heure à peu près. Puis,
Le monde, tu sais, dans le temps, il y a un petit village d'à côté, c'est de Saint-Émile, puis Réal Cloutier, Bonnet Cloutier venait de Saint-Émile. Fait que le monde de Saint-Émile disait toujours en rivalité avec le monde de Lac-Saint-Charles, « Hey, on l'a notre gars de Ligue nationale, vous autres, vous n'avez pas, tu sais. » Puis là, ben, plus tard, il y a eu mon frère et moi, puis là, le monde du Lac-Saint-Charles disait, « Nous autres, on en a deux, vous autres, vous n'avez pas. » Mais là, cette année-là, moi, je me souviens, mes parents, ils avaient mis des fanions flyers sur le char et tout, et ils s'en allaient en ville. Mais là, il n'y a plus de Nordique. Alors, le monde de Québec, tout partout, ça prend plus le Canadien. Puis moi, je me souviens, mon père a une lumière rouge, il disait, je regarde à droite, j'ai quelqu'un avec des fanions du Canadien, je regarde à gauche, j'ai des fanions du Canadien, ça se klaxonne un peu, tu sais. Puis c'était bien le fun. Puis oui, je vais te dire, le monde, là, quand je retournais à Montréal les années après, ou même à Québec, visiter ma famille, puis là, tu vois des mononcles, des matantes, des cousins, cousines, puis ils disaient hey, on a tellement eu de fun en 2008, on les a. Mes amis qui étaient fans du Canadien, on en a mis contre eux autres. Fait que oui, le monde le regardait de proche, puis ils s'en souviennent, puis ils en parlent encore. C'est sûr que ça fait déjà là, 12-13 ans de ça, mais quand même, ça se jase encore. C'est parce que c'est plate, mais c'est parce que c'était comme la saison que le Canadien a fini premier depuis comme 2000. Fait que... oui, on s'en souvient pas mal, c'est ça. Oui, puis l'autre chance qu'ils ont eu quelques saisons après, c'est Carey Price s'est blessé contre les Rangers, puis là, tu avais Dustin Tokarski dans le filet en finale de conférence. Fait que, tu sais, le chance, c'était pas là. Les Flyers ont fini aussi les chances canadiens en 2010. Fait que, en 2010, des liens, ça, c'était Daniel Brière en 2010. C'était Alak qui était dans le filet, qui avait joué une grosse série. Alors, tu te dis, il y a toujours quelque chose qui est arrivé, hein? Puis, ben, nous autres, admettons que le monde du Lac-Saint-Charles et du Québec, de Québec comme tel, ils nous suivaient et ils étaient bien contents. Je suis sûr dans l'Outaouais, c'était la même affaire avec Daniel Brière. Le monde de Gatineau, de Hull, ils devaient être contents aussi. Tu parles Martin, de rivalité. Puis, tu sais, c'est quand même spécial parce que tu as quand même joué une année pour les Islanders. Tu as joué l'année d'après avec les Rangers. Tu as joué aussi pour les Sabres. Ça commence à faire pas mal d'équipes dans l'État de New York. Explique-moi la rivalité là-dedans. Tu as quand même joué pour plusieurs équipes. Comment c'était d'être gardien de but au travers de ça? Mon comptable ne m'aimait pas parce que ça coûte cher de taxes. L'État de New York, c'est un des plus hauts taux d'impôt dans les États-Unis. Fait que mon comptable n'aimait pas ça. Mais oui, je vais te dire, là, mon année avec les Islanders, ça n'a pas été une année super. Là. C'était minable pas mal. Je venais de finir à Philadelphie. Je ne me fais pas donner le contrat. J'étais agent libre. Ça prend 3 semaines avant de me trouver une job. C'était une job là, un peu de backup, puis même peut-être de 3e avec les Islanders parce qu'il y avait Dwayne Rolson, Rick DiPietro et moi cette année-là. C'était bizarre. Alors, je me retrouve à New York avec les Rangers l'année d'après. Je retrouve un de mes entraîneurs de gardien de but quand j'étais un peu plus jeune, là, adolescent, Benoît Allaire. Lui, Benoît et François m'avaient comme aidé là, dans les camps d'été et tout ça, les camps de gardien de but. Alors, Benoît, lui, il m'a donné la chance là, de vraiment me remettre d'aplomb. Puis la rivalité, ben, je l'ai plus vécu du côté des Rangers. Okay. Parce que quand j'étais avec les Islanders, c'était comme le monde à Long Island, c'est des partisans des Rangers. Il y a vraiment là, aucun... Tu sais, oui, il y a des partisans des Islanders, c'est sûr, mais tu t'en vas à une game des Islanders contre les Rangers au Coliseum, puis c'est du monde de Rangers tout partout. Tu sais, c'est le même que ça se passait. C'est un peu, là... Mettons, comme Ottawa, si le Canadien va jouer à Ottawa, tu as quasiment plus de monde du Canadien de Montréal à Ottawa que tu en as là, des sénateurs. C'est un peu la même chose. Fait que quand je suis arrivé à New York, là, j'ai vraiment vécu la rivalité parce que lorsque tu t'en allais sur la route, c'était comme si c'était un match local. Puis ça, c'était le fun. Écoute, c'est tellement plus le fun quand tu joues en avant de tes partisans que de jouer en avant des partisans d'une autre équipe. Alors, c'était spécial. Puis en plus que je connaissais pas mal de gars du côté des Islanders, c'était la première année de John Tavares, cette année-là que j'étais là. Tu avais Carl Poso, tu avais Bailey, tu avais Matt Molson, tu avais des bons joueurs. Alors, la rivalité, là, Rangers-Islanders, ce n'était une bonne, mais je vais te dire que ça vient même pas proche de la rivalité canadienne-nordique des années 80-90. Alors, même pas proche de ça, il n'y a rien qui s'approche de cette rivalité-là. Puis, rivalité, y en a-tu une contre ton frère? Tu as joué contre ton frère à quelques reprises? J'ai joué contre lui à quelques reprises lorsqu'il était avec les Islanders, avec Tampa, avec Washington et avec Floride aussi. Mm-hmm. Moi, je me souviens, avec Floride, il avait frappé le poteau un match en avant, puis un journaliste m'avait dit « Hey, ton frère a quasiment marqué contre toi. » J'ai dit « Hey, je te dis, s'il aurait marqué un but, là, j'aurais pris ma retraite tout de suite, je me serais en allé dans le vestiaire, j'aurais fini. » Même pas un mois plus tard, on s'en va jouer en Floride.
Puis c'était au mois de décembre, parce qu'à tous les mois de décembre, il y a quelqu'un sur Twitter qui me dit « Hey, aujourd'hui, c'est la date que Mathieu a marqué contre son frère Martin, peu importe. » Mais finalement, mon frère Mathieu a marqué. C'était un 2 contre 1. Ça a été le but gagnant. On a perdu 2-1 contre les Panthères. C'était un 2 contre 1, puis il est droitier. Puis je le vois encore, le grand droitier s'emmener au centre de la glace. Mais moi, je regarde le porteur de la rondelle, puis je ne suis pas sûr, tu sais, c'est qui s'en vient. Et là, la passe se fait, une petite déviation. Là, il l'a redirigé à l'intérieur du poteau. Pif, il score. Puis là, je prends la rondelle avec ma mythe comme ça en voulant dire « Maudit tabarouette, je me suis fait marquer un but. » Je regarde, puis je vois le grand 34 qui célèbre comme s'il avait gagné à Coupe Stanley. Fait que là, je me suis dit « Oh boy, je vais en entendre parler de celle-là pendant plusieurs années. » Mes parents étaient au match. Alors, moi, ma mère, elle a fait « Oui, oh non! » Tu sais, en voulant dire « Oui, Mathieu a marqué, oh non, c'était contre Martin. » Fait que c'était quand même drôle. Puis... oui, bien, écoute, lui, il a joué dans la Ligue nationale à 19 ans, sa première année. Moi, c'était ma première année dans la Ligue nationale, j'en avais 22. Alors, tu sais, j'étais là, voyons, tabarouette, il est 3 ans plus jeune que moi, puis sa première année dans la Ligue nationale, c'est ma première année dans la Ligue nationale. Mais il a quand même eu une belle carrière. Il a gagné la Coupe Calder avec les Bulldogs d'Hamilton, l'année de Carey Price et de tous ces gars-là. Alors, c'était quand même spécial pour lui. Puis, Martin, je veux quand même savoir, on reste dans le hockey pareil. Souvent, on va dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont déranger dans des équipes et surtout devant le filet. Tu as eu joué à maintes reprises contre des gars comme Sean Avery, Darcy Tucker, qui étaient quand même dans les mêmes divisions que toi. En tant que gardien de but, c'est quel joueur que tu détestais le plus jouer contre? Les deux là, que j'haïssais. Puis un, je l'haïs là, parce que je l'haïssais dans la Ligue américaine. Puis je voulais sacrer un coup de poing dans la face à tous les fois que je le voyais. C'était Matt Cook. Écoute, Matt Cook, là, il jouait à Syracuse. Moi, je jouais à Rochester. On jouait contre eux autres 12 fois par année. Des fois, là, 3 fois. On jouait le samedi, dimanche, le mercredi. Là, là, on avait tellement... Là, on était tannés de se voir. Puis il était toujours dans ma face. Puis je me souviens, il y a un clip là, sur YouTube. Les Sabres, on s'en va jouer à Vancouver. La rondelle est dans le coin de la patinoire. Puis ça, c'est avant là, le trapezoïde. Là, fait que j'étais capable de sortir. Je m'en vais dans le coin, je joue à la rondelle. Puis Matt Cook s'en vient, puis je le vois du coin. Puis j'y ai donné un coup de coude. Je l'ai laissé. Il a tombé dans le coin. J'y ai sauté dessus. J'ai commencé à sacrer une volée. Je me suis fait ramasser par 2-3 gars en même temps. Mais j'ai essayé Matt Cook pour mourir. Là. Lui, c'était le pire. Puis le deuxième, c'était Eric Stahl. C'est drôle parce que là, à cette heure, Eric Stahl, il était à Buffalo, alors je fais sa couverture durant les matchs. Mais Eric Stahl, le problème, c'est parce que je ne l'haïssais pas. C'était un bon gars. Je connais ses deux frères. J'ai joué avec Mark Stahl, avec les Rangers. Une belle famille, un bon gars. Mais il est toujours à l'entour du gardien de but. Aussitôt que tu mettais ta main sur la rondelle, il te donnait un coup de bâton. Il est sérieux, là, avec son patin, là, il te donnait un coup de patin sa main, il essayait de toujours te déranger, il tombait, là, il se faisait toucher un peu, il tombait sur toi. Il était tellement tannant, Eric Stahl, je l'haïssais tellement, mais je le respecte, c'est un méchant bon joueur de hockey, mais Matt Cook puis Eric Stahl, là, c'était les deux pires. Là. Puis comme tu dis, j'ai joué contre Sean Avery, j'ai joué avec Sean Avery. Ouais, c'est ça aussi. C'est un spécial, là. Je vais te dire, là... Il y a des journées, il était bien souriant. Il y en a d'autres, c'était un peu plus difficile. Là, mais Sean Avery ne me dérangeait pas pantoute. C'était Matt Cook, puis c'était Eric Stahl. C'était ces deux-là là, à 100%. On t'en a parlé, tu es rendu à Buffalo. Puis tu travailles non seulement à l'analyse des Sabres de Buffalo, mais on le voit aussi, puis je dis personnellement, parce que ça fait quelques années déjà que je te suis sur Twitter. Puis vraiment, tu es vraiment rendu, selon moi, un gars de Buffalo. C'est quoi qui est arrivé? En amour avec la ville, en amour avec les gens? 100%. Écoute, moi, je dis, là, j'ai vécu mon enfance, mon adolescence à Québec. Écoute, là, je retourne à Québec. J'adore visiter la ville de Québec. Retourner voir ma famille. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Puis en plus, avec là, le COVID et tout, là, je m'ennuie de Québec. Puis j'ai des enfants. Mon gars, il a 16 ans. Ma plus jeune, elle a 10 ans. Alors, je veux les ramener puis les dire, on va aller visiter, là. J'adore la ville de Québec. Écoute, j'ai tellement aimé sortir sa grande allée dans le temps du junior, aller au Dagobert, puis au Maurice, puis tout. Écoute, on a aimé ça. Mais aussitôt que je suis arrivé à Rochester, premièrement, et après ça à Buffalo, moi, j'ai trouvé que c'était la même chose. Sans le côté touristique de Québec, puis l'attrait européen de Québec, la ville de Buffalo, c'est des banlieues, du monde chaleureux, du monde qui travaille fort, du monde qui s'entraide. Écoute, ça me faisait beaucoup penser à Québec, puis j'ai vraiment aimé ça être ici.
J'ai beaucoup d'amis ici, de la famille, évidemment, là, présentement, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, je suis pas loin de Toronto. J'étais à 2 heures de Toronto. J'étais à 6 heures de Montréal, en char, 9 heures là, de Québec, mais ça se fait quand même bien. Écoute, c'est de l'autoroute, puis ça se fait bien. Alors, j'ai pas vraiment dit, là, quand j'étais à Philadelphie, ça me disait pas, je vais rester à Philadelphie après ma carrière ou à New York. Non, c'était toujours soit que je retournerai au Québec ou je resterai à Buffalo, mais de plus en plus, je disais, c'est Buffalo. Parce que là, tu as ton network, puis tu as tout ça ici à Buffalo. Les enfants sont à l'école, tout va bien, le hockey, les activités et tout. Alors, mais je m'ennuie de la région de Québec, c'est sûr, là, d'aller visiter ma famille puis de me promener sa Grande Allée ou sa rue Saint-Jean ou sa rue Saint-Louis, aller dans les petits restaurants. Là. J'ai bien hâte que tout rouvre après cette pandémie globale-là puis de revenir. J'ai envie de parler à l'analyste, Martin. Oui. Un petit gars qui s'appelle Taylor Hall, qui est arrivé avec les Sabres. Ouais. Comment tu as vu ça, toi, son arrivée? Puis comment tu vois son début de saison au moment de faire l'entrevue, 2 buts, une passe? Comment tu vois ça, toi? Ben, écoute, c'est un cadeau un peu pour les Sabres là, d'avoir un gars comme Taylor Hall. Jamais j'aurais pensé qu'il serait venu ici à Buffalo. Mais tu regardes ça un peu plus, tu te dis, bon, ben, un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale, c'est sûr que tu as Connor McDavid, tu as Draisaitl, tu as McKinnon, tout ça, mais Jack Eichel, là, c'est un des meilleurs. Si tu as la chance de jouer avec Jack Eichel, en plus que Jack Eichel, c'est un droitier au centre, Taylor Hall, c'est un gaucher à gauche. Moi, je regarde toujours les paires à l'avant, là, les joueurs d'avant. Puis, s'ils sont sur leur beau côté, alors, de faire des passes de droitier à gaucher puis monter à la patinoire, là, puis d'apprendre de la vitesse en zone neutre, ça se fait bien. Si ce serait un gaucher au centre avec Taylor Hall à gauche, ben là, ça serait un peu différent. C'est sûr que c'est un gars, Taylor Hall, qui patine, qui est intelligent. Moi, j'ai tombé en amour avec Taylor Hall. Puis je te dis, là, je me souviens la date, là, quasiment, là, c'est lorsqu'il était à New Jersey, l'année qui a été le joueur le plus utile. C'était juste avant le jour de l'an. C'était genre le 27 ou le 29 décembre. Je sais, on était sur la route avec les Sabres parce que les Sabres se préparaient pour jouer le Winter Classic à New York contre les Rangers au Citi Field où les Mets jouent. Et là, j'étais sur le bord de la bande dans le coin au Prudential Center à New Jersey, puis je regardais le match des Sabres pour me préparer à faire l'analyse entre les périodes et tout. Et là, Taylor Hall, il a fait un chiffre là, en deuxième période. Là, c'était incroyable. Il était bas au bas de la glace. Il allait chercher la rondelle. Il se faisait frapper. Il sortait avec la rondelle, attaque le filet, se relève, remonte. Et c'était incroyable. J'ai tombé en amour avec Taylor Hall à ce moment-là. Et là, qui est ici, c'est la même chose. Je le regarde dans tous les matchs, là, même dans les entraînements. Écoute, ça travaille fort. Les jambes, là, c'est comme un canard sur l'eau. Là, la tête, les épaules ne bougent pas. Là, les jambes en dessous de l'eau, là, ça n'arrête pas pantoute. Alors, oui, je pense que ça va être une saison quand même assez importante pour lui, pour les Sabres, mais j'ai aucun doute là, avec 56 matchs, s'il est en santé, il joue les 56. D'après moi, il est capable de se rendre à 70 points. Alors, écoute, une saison de 82 matchs, là, c'est peut-être 95-100 points. Alors, moi, je pense là, que c'est le niveau qu'il peut atteindre cette année. On le souhaite. On le souhaite. Martin, peut-être en terminant, tu parlais de l'amour justement pour Taylor Hall. Quand même aussi un amour qui s'est développé dans les dernières semaines, dernière année également avec les Bills de Buffalo. On l'a vu sur ton Instagram, tu as publié quelques photos arborant le logo des Bills. À ce moment-ci de l'entrevue, on sait que bon, les Bills ont gagné contre les Ravens, vont se prendre contre les Chiefs la semaine prochaine. Je veux savoir, en quelques mots, là, ton feeling par rapport aux Bills, est-ce que tu penses que c'est le Super Bowl cette année? Moi, je pense que oui. Écoute, là, on va attendre de voir l'état de santé de Pat Mahomes là, avec la commotion cérébrale qu'il a subie hier. Mais comme tu dis, là, au moment où on se parle, ben, c'est là qu'il se passe. Mais mon amour des Bills, écoute, à Québec, dans le temps, la NFL, c'était pas super populaire. Écoute, dans les années 80-90, là, moi, je me souviens, peut-être j'écoutais le début du Monday Night Football, puis c'était juste pour essayer de rester debout le plus longtemps possible. Tu sais, le lundi soir, c'était à 9 h, puis tu avais le gros show au début de la game. Mais lorsque je suis arrivé à Buffalo, je me souviens, là, en 99-2000, je suis allé voir un match des Bills, peut-être même c'est en 98, peu importe.
mon premier match des Bills, c'était Doug Flutie comme carrière. Thurman Thomas est encore ici. Et je me souviens, ils ont marqué un touché. Le dernier jeu, c'était contre les Panthers de la Caroline. Puis c'est le jeu où c'est que Flutie arrive pour remettre le ballon à Thurman Thomas, mais Thomas est allé du mauvais côté. Alors Flutie fait un bootleg et rentre dans la zone des buts avec 0 là, sur le cadran pour gagner le match. Puis c'était mon premier match de la NFL et j'ai trippé là, sur être en direct un match de la NFL, un match de football. Alors je suis devenu gros partisan des Bills depuis ce temps-là, malgré qu'il y a eu des années assez pénibles dans les dernières 17-18 ans. Et là, avec Josh Allen, avec Stephon Diggs, avec Sean McDermott, l'entraîneur, puis nous, vu que c'est les mêmes propriétaires, les Pegula sont propriétaires des Bills et des Sabres, on a la chance de comme cohabiter un peu avec eux autres. Alors, j'ai rencontré plusieurs joueurs, les entraîneurs et tout. Je suis vraiment là, embarqué là-dedans. Écoute, samedi soir, là, j'ai plus d'ongles là, à me manger, à me ronger les ongles. Là. Tout le match, là, même s'il menait genre par 14 points à un moment donné, puis Lamar Jackson n'est plus dans le match, tu dis, bon là, c'est ça, c'est gagné, mais tu continues à stresser parce que les Bills ont trouvé des manières de perdre, là, comme le wide right, tu sais, le Super Bowl 25, Scott Norwood a manqué. Le Music City Miracle, où c'est qu'il était à Tennessee en 99, puis il était en avance jusqu'à la dernière seconde, alors que les Titans avaient fait un jeu truqué qui était illégal. Je dois te le dire, il était illégal. La passe était par en avant, pas par en arrière, mais quand même. C'est comme le but d'Alain Côté, c'est la même chose. Là. Moi, je me suis fait avoir dans ma vie, là, fait que je l'accepte pas. Fait que, écoutez, c'est trippant au bout, puis c'est plate parce qu'on peut pas avoir de partisans, on peut pas avoir de tailgate dans une saison assez là, impressionnante comme ça, mais les 6500 partisans qui étaient là samedi soir, ils étaient bruyants. Puis ça représente la ville de Buffalo et les amateurs de sport ici à Buffalo. Wow. Hey, en tout cas, c'est super intéressant, Martin Biron. Merci beaucoup d'avoir un peu partagé comment ça se passe à Buffalo, surtout avec les différents sports, mais également nous avoir partagé pas mal d'anecdotes dans ta carrière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était super apprécié. C'est comme un petit pourcentage de ma carrière de tout ce qui se passe. Il faudrait avoir genre 15 épisodes pour pouvoir couvrir tout. On s'en prendra, c'est sûr. La deuxième partie, T'es bienvenu quand tu veux, Martin. J'apprécie bien ça. Merci beaucoup. Bonne saison de hockey à vous autres. Restez en santé, puis on se reparle. Bonne saison avec les Sabres. Salut. Merci. Salut. L'Entracte, mardi 19h.